L'automne de l'an 1965 drapait la banlieue de Lyon de ses teintes mordorées. Dans le quartier pavillonnaire de Sainte-Foy-les-Lyons, où les jardins bien tenus et les façades de Meulière respiraient la tranquillité des 30 glorieuses, la vie suivait un cours paisible, presque immuable. Les enfants jouaient dans les rues après l'école, les odeurs de coq au vin s'échappaient des cuisines le dimanche et les conversations de voisinage tournaient autour du temps, de la dernière allocution du général de Gaulle ou des résultats de l'Olympique lyonnais. Au cœur de cette sérénité provinciale, une figure se détachait, auréolée d'un respect unanime et profond, Monsieur Alain Duval. À 50 ans passés, Monsieur Duval incarnait l'archétype du notable de la République. Professeur d'histoire au prestigieux lycée Édouard Herriot, il était de ces hommes dont la seule présence impose une forme de déférence. Grand, le dos légèrement voûté par des décennies passées à se pencher sur des livres et des copies, il avait un visage émacié, creusé de rides nobles qui semblaient avoir été ciselés par la réflexion et une certaine gravité. Ses cheveux grisonnants, toujours impeccablement peignés, et son regard perçant derrière des lunettes à monture d'écaille complétaient le portrait d'un intellectuel à l'ancienne. Veuf depuis une dizaine d'années, il menait une existence que d'aucuns auraient qualifiée d'austère, mais que tous s'accordaient à trouver digne. Sa petite maison, entourée d'un jardin où les roses trémières le disputaient en hauteur au tournesol, était un havre de paix et d'ordre. Sa vie, semblait-il, était un livre ouvert, une partition sans la moindre fausse note. Ses collègues le décrivaient comme un puits de science, un homme d'une probité intellectuelle sans faille. Alain est la conscience de notre établissement, confiait souvent le proviseur, Monsieur Giraud, lors des conseils de classe. Il ne se contente pas d'enseigner l'histoire, il la transmet comme un héritage sacré. Pour lui, chaque date, chaque nom est une pierre de l'édifice national. Ses élèves, bien que redoutant ses interrogations surprises et son exigence redoutable, buvaient ses paroles. Car Monsieur Duval avait un don. Quand il évoquait la Révolution française, on croyait entendre le tumulte des faubourgs. Quand il narrait les charges de cavalerie à Austerlitz, la salle de classe semblait vibrer sous les sabots des chevaux de Murat. Mais c'est lorsqu'il abordait la période de la Seconde Guerre mondiale que sa voix prenait une intonation particulière, un mélange de ferveur contenue et de douleur sourde qui captivait son auditoire. Il parlait de l'appel du 18 juin, non pas comme d'un simple texte historique, mais comme de la flamme vacillante qui avait refusé de s'éteindre dans la nuit la plus profonde. Il décrivait les héros de la Résistance, Jean Moulin, Pierre Brossolette, les anonymes des maquis du Vercors ou du plateau des Glières, avec une émotion si palpable que les adolescents les plus dissipés se taisaient, saisis par la solennité de l'instant. Il fustigeait avec une véhémence froide la collaboration, la lâcheté du régime de Vichy, la barbarie de l'occupant nazi et de ses supplétifs. N'oubliez jamais, leur disait-il, sa voix s'abaissant jusqu'à un murmure intense, que le pire des venins n'est pas celui de l'ennemi déclaré, mais celui du frère qui trahit. La milice, voilà la souillure absolue, la négation de ce que nous sommes. Des Français traquant d'autres Français pour le compte d'un envahisseur sanguinaire. À ces mots, un silence de cathédrale s'installait dans la classe. Chacun savait ou croyait savoir que M. Duval parlait d'expérience. La rumeur, alimentée par sa propre discrétion, en faisait un ancien de l'armée des ombres. On racontait qu'il avait été un agent de liaison, qu'il avait fait sauter des ponts ou imprimer des tracts. Interrogé à ce sujet par des parents d'élèves curieux lors de la kermesse de fin d'année, il balayait la question d'un geste las de la main. « Nous avons fait ce que nous devions faire », répondait-il sobrement. Les vrais héros sont ceux qui ne sont pas revenus. Parlons plutôt de l'avenir, de ce que nous devons construire sur leur sacrifice. Cette modestie, perçue comme la marque des grands hommes, ne faisait qu'épaissir sa légende. Alain Duval n'était pas seulement un professeur, il était un modèle, un gardien de la mémoire, un pilier moral sur lequel la petite communauté de Sainte-Foy-les-Lyons pouvait s'appuyer. Il était l'incarnation vivante d'une France qui, après avoir touché le fond de l'abîme, avait su retrouver son honneur et sa grandeur.
Mais les villes, comme les hommes, ont une mémoire souterraine, des cicatrices invisibles sous l'asphalte neuf et les pelouses verdoyantes. Et la mémoire de Lyon, 22 ans plus tôt, en l'an 1943, était une plaie béante, purulente, hantée par des fantômes que la paix n'avait pas réussi à chasser. Lyon, automne 1943. La capitale de la résistance étouffée sous une chape de plomb. La ville n'était plus la métropole industrieuse et gourmande d'avant-guerre, mais un labyrinthe de peur et de suspicion. Les traboules, ces passages secrets qui couraient à travers les immeubles du vieux Lyon, servaient autant aux résistants pour s'évanouir dans la nature qu'aux miliciens pour surprendre leur proie. La Gestapo, sous les ordres du sinistre Klaus Barbie, avait établi son quartier général à l'hôtel Terminus, près de la gare de Perrache, transformant ses caves en antichambres de l'enfer. Mais Barbie n'opérait pas seul. Il s'appuyait avec une efficacité redoutable sur la milice française, cette police supplétive créée par le régime de Vichy, dont le zèle à traquer les terroristes, les juifs et les réfractaires au service du travail obligatoire dépassait souvent celui de leurs maîtres allemands. Dans les couloirs froids et humides du siège de la milice, rue Sainte-Hélène, un jeune homme se distinguait. Il n'avait pas la brutalité épaisse de ses congénères, ces brutes au crâne rasé qui ne juraient que par le coup de poing et le nerf de bœuf. Lui était différent. Élégant, presque dandy dans son costume sombre, le cheveu noir impeccablement coiffé, il ne portait jamais d'arme visible. Son arme, c'était sa voix. Une voix calme, posée, presque mélodieuse, qui contrastait de manière terrifiante avec l'environnement sordide des salles d'interrogatoire. Il se nommait Alain Duval. Il avait 28 ans et il était inspecteur. Sa spécialité, briser les volontés. Ses collègues, par un mélange de crainte et d'admiration perverse, l'avaient surnommé le liseur, car sa méthode était singulière. Il n'élevait jamais la voix, ne menaçait pas directement. Il s'asseyait en face du prisonnier, souvent tuméfié et épuisé par les interrogatoires préliminaires menés par d'autres, et il commençait à lire. D'une voix monocorde et précise, il lisait les rapports de filature, les lettres de dénonciation, les procès-verbaux d'arrestation des camarades déjà tombés. Il lisait les listes de noms, d'adresses, de boîtes aux lettres clandestines, savourant chaque détail, chaque bribe d'information qui prouvait au captif que son monde s'était effondré, que sa lutte était vaine, que son silence ne protégeait plus personne. « Vous voyez, mademoiselle, disait-il à une jeune femme tremblante, votre ami Pierre, celui qui tenait l'imprimerie rue des Capucins, il a été moins obstiné que vous. Il nous a parlé de la boîte aux lettres chez la concierge du numéro 12, quai Saint-Antoine. C'est dommage. Nous y avons trouvé 3 de vos camarades. Ils n'ont pas eu la chance que nous vous offrons, celle de discuter calmement. Sa politesse était une insulte. Son calme une torture psychologique plus dévastatrice que les coups. Il excellait à distiller le poison du doute, à faire croire à chacun qu'il était le dernier maillon d'une chaîne déjà brisée, que sa loyauté était devenue une absurdité. Et puis, quand il sentait la volonté de sa victime chanceler, quand les larmes de désespoir perlaient sur un visage épuisé, il portait l'estocade. Il se penchait légèrement, son visage restant dans la pénombre, et murmurait sa phrase fétiche, une sorte de maxime personnelle qui résumait toute sa philosophie de prédateur. Le courage n'est qu'une forme de la bêtise. En cet automne 1943, le liseur venait de remporter l'une de ses plus belles victoires. Il avait démantelé l'Aurore clandestine, un petit réseau de jeunes étudiants et ouvriers qui imprimaient et diffusaient des tracts gaullistes. L'affaire avait commencé par une dénonciation anonyme, une lettre qu'il avait mise sur la piste d'un certain Marc, le chef du groupe. De fil en aiguille, avec la patience d'une araignée tissant sa toile, Duval et ses hommes avaient remonté toute la filière. La dernière pièce du puzzle était une jeune femme de 18 ans, une agente de liaison nommée Simone. Elle était aussi la fiancée de Marc. Il l'avait cueillie à l'aube, dans la petite chambre de bonne qu'elle occupait. L'interrogatoire de Simone fut l'un des chefs d'œuvre de Duval. Elle arriva dans la cave du siège, le visage pâle mais la tête haute. Elle avait vu les autres, ses amis, le visage ensanglanté, traîner hors des cellules. Elle savait ce qui l'attendait.
On la laissa des heures sur une chaise, dans le froid et l'obscurité, avant que la porte ne s'ouvre. Un homme entra et s'assit en face d'elle, de l'autre côté d'une simple table en bois. Une ampoule nue, suspendue au plafond, éclairait violemment le visage de Simone, mais laissait celui de son tortionnaire dans une ombre quasi complète. Elle ne distinguait qu'une silhouette, des mains gantées de cuir posées à plat sur la table. Puis la voix commença. Une voix posée, cultivée, dénuée de toute trace d'accent lyonnais. « Bonjour, mademoiselle Simone, j'espère que vous n'avez pas pris froid. Ces caves sont si humides en cette saison. » Simone ne répondit pas. La voix continua imperturbable. « Nous allons passer un peu de temps ensemble. J'aimerais que nous parlions de votre ami, Marc. Un garçon très doué, mais tellement imprudent. Il a fait une erreur, une seule. Il a fait confiance à la mauvaise personne, et cette personne nous a tout dit. » Il se mit à lire. Il lut le contenu des tracts, citant des passages entiers. Il lut la description précise de l'imprimerie clandestine cachée derrière une fausse cloison dans l'arrière-boutique d'un libraire. Il lut les noms de tous les membres du réseau, leurs surnoms, leurs habitudes. « C'est fini, Simone !» reprit la voix, après un long silence. « Votre petit jeu est terminé. Tout le monde a parlé, sauf vous. Pourquoi cet entêtement ? Marc a parlé. Jean a parlé, Hélène a parlé, ils ont compris, ils ont choisi la vie. Pourquoi pas vous ? C'était un mensonge. Marc n'avait pas dit un mot, malgré les tortures effroyables infligées par les sbires de la milice. Mais Simone, dans sa cellule glacée, ne pouvait pas le savoir. Le doute s'insinua en elle comme un venin glacial. Et si c'était vrai ? Si elle souffrait pour rien ? Elle serra les poings jusqu'à ce que ses ongles entrent dans ses paumes. « Je n'ai rien à vous dire. » Un petit rire sec, sans joie, lui répondit depuis l'ombre. « L'héroïsme de pacotille, c'est si prévisible. Vous vous imaginez en Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Mais l'histoire, la vraie, n'est pas écrite par les martyrs. Elle est écrite par les survivants, par les gens intelligents. » Il se leva. Simone sentit sa présence se rapprocher. Il s'arrêta juste derrière sa chaise. Elle sentit son souffle près de son oreille quand il murmura la phrase qui allait se graver à jamais dans sa mémoire, devenir la bande-son de ses pires cauchemars pour les décennies à venir. Le courage n'est qu'une forme de la bêtise. Simone ne parla pas. Elle endura les sévices qui suivirent, les gifles, le supplice de la baignoire. Mais elle ne donna aucun nom, aucune information nouvelle. Sa résistance fut inutile. Sur la base des informations obtenues d'un autre membre du réseau, plus faible, qui avait craqué avant elle, tous ses camarades, y compris son fiancé Marc, furent emmenés au stand de tir de la Doua et fusillés une semaine plus tard. Simone, elle, fut déportée à Ravensbrück. Elle en revint par miracle en 1945, squelettique, l'âme brisée, mais vivante. Du visage de son bourreau, elle n'avait aucun souvenir précis, juste une silhouette dans l'ombre. Mais la voix, ce timbre particulier, cette élocution parfaite et cette phrase, cette sentence abominable étaient imprimées en elle au fer rouge. Quant à l'inspecteur Duval, alias le liseur, il s'était volatilisé en août 1944, quelques jours avant la libération de Lyon, comme des centaines d'autres collaborateurs, miliciens et agents de la Gestapo, profitant du chaos de la débâcle allemande pour disparaître dans la nature. Son dossier, aux archives de la police, portait la mention « porté disparu », probablement passé en Allemagne ou en Espagne. La justice des hommes l'avait oublié. Retour à l'an de grâce 1965. Le soleil se couche sur les collines de Sainte-Foy-les-Lyons. Dans la salle des professeurs du lycée Édouard Herriot, Alain Duval range méticuleusement ses affaires dans une vieille serviette en cuir. La journée a été bonne. Son cours sur Jean Moulin a, semble-t-il, marqué les esprits. Plusieurs élèves sont venus le voir à la fin de l'heure, les yeux brillants, pour lui poser des questions. Il a senti passer ce frisson, ce respect mêlé d'admiration qu'il cultive avec un art consommé depuis 20 ans. Il salue la femme de ménage d'un « Bonne soirée, Madame Poinet », traverse la cour désormais déserte et prend le chemin de sa maison. Sur le trajet, il s'arrête à la boulangerie pour acheter sa demi-baguette. « Alors, monsieur Duval, cette jeunesse toujours aussi turbulente ?» lui lance la boulangère avec un sourire complice. « Il faut leur tenir la bride, Madame Mercier, leur tenir la bride, répond-il de sa voix posée. Mais c'est une bonne jeunesse,
Ils ont seulement besoin de repères, de discipline et de connaître leur histoire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Une fois chez lui, il accomplit son rituel du soir. Il allume une petite lampe sur son bureau, met un disque de forêt sur son électrophone et s'installe dans son fauteuil club avec un livre. La pièce est une bibliothèque. Des milliers de volumes sur l'histoire de France tapissent les murs du sol au plafond. Napoléon, Clémenceau, De Gaulle, toute la gloire nationale est là, rangée, classée, maîtrisée. Il est le gardien de ce temple. Personne ne pourrait imaginer qu'un autre homme a existé, un homme qui, dans une cave obscure, utilisait sa voix non pour transmettre la lumière du savoir, mais pour éteindre les dernières lueurs de courage dans les yeux de ses victimes. Alain Duval a réussi la métamorphose parfaite. Le liseur est mort et enterré dans les décombres de la guerre. Il a effacé toutes les traces, changé son histoire personnelle, bâti une nouvelle identité sur les cendres de l'ancienne. Il a transformé le vice en vertu, faisant de sa connaissance de l'époque une arme pour sa respectabilité, de son mépris pour le courage une leçon sur l'héroïsme. Il a survécu, il a été intelligent. Sa vie actuelle est la preuve irréfutable, pense-t-il parfois avec une satisfaction glaciale, de la validité de sa vieille maxime. Le masque est si parfait qu'il a fini par se confondre avec le visage. Il est devenu Monsieur Duval, le respectable professeur d'histoire, l'homme au-dessus de tout soupçon. Il est en paix, une paix construite sur un charnier, mais une paix tout de même. Il ne sait pas encore que la mémoire est une chose tenace, et qu'une voix, parfois, peut traverser les décennies, remonter du fond d'une cave et venir, un jour ordinaire, frapper à la porte du présent pour exiger son dû. La justice des hommes sommeille peut-être, mais elle ne meurt jamais. Et dans quelques semaines, à l'occasion d'une banale réunion de parents d'élèves, une femme entendra une phrase qui la ramènera 22 ans en arrière, dans une pièce sans fenêtre où une voix insidieuse lui avait volé sa jeunesse. Le long et patient travail du châtiment est sur le point de commencer. Novembre 1965. Le brouillard, ce suaire cotonneux si familier des hivers lyonnais, commençait à descendre des hauteurs de Fourvière pour envelopper la ville. C'était une saison de repli, de soirées passées au coin du feu, un temps suspendu avant l'agitation des fêtes de fin d'année. Pour Simone Berthier, cette période était synonyme d'une douceur nouvelle. Devenue veuve quelques années auparavant, elle avait quitté sa Provence natale pour s'installer temporairement à Lyon, dans le petit appartement de sa fille unique, Hélène, qui venait de donner naissance à son premier enfant. À 60 ans, Simone découvrait les joies simples et profondes d'être grand-mère. Le petit Luc, avec ses gazouillis et ses poings minuscules agrippés à son doigt, était une promesse de vie, un baume apaisant sur des cicatrices qu'elle croyait refermer à jamais. Ce soir-là, Hélène, épuisée par une nuit de pleurs, avait demandé à sa mère de la remplacer. « Maman, s'il te plaît, je n'en peux plus, c'est la réunion parents-professeurs pour Léo. Tu peux y aller à ma place ? Juste pour prendre les notes. » Léo, son petit-fils de 15 ans, était en classe de seconde au lycée Édouard Herriot. Simone avait accepté sans discuter. Elle enfila son manteau de laine, noua un foulard sur ses cheveux blancs et se dirigea vers l'établissement baigné dans la lumière crépusculaire des lampadaires. La salle polyvalente était comble. Une odeur de craie, de bois ciré et de vêtements humides flottait dans l'air. Simone trouva une place au fond, près d'un radiateur en fonte qui ronronnait doucement. Les professeurs se succédaient à la tribune, égrenant des discours convenus sur les programmes, la discipline et l'importance du travail personnel. Simone écoutait d'une oreille distraite, ses pensées vagabondant vers le petit Luc, se demandant s'il avait bien pris son biberon. Elle observait les visages graves et attentifs des autres parents, cette France des 30 glorieuses, soucieuse de l'avenir de sa progéniture, une France qui voulait croire en la méritocratie et au progrès. Puis le professeur d'histoire fut annoncé. Un homme grand et sec s'avança, ajusta ses lunettes sur son nez et se racla la gorge. De sa place, Simone ne distinguait pas nettement ses traits. L'éclairage de la tribune était cru et la distance créait un léger flou. L'homme commença à parler. « Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Alain Duval, le professeur d'histoire et de géographie de vos enfants. » Dès les premiers mots, Simone se figea.
Un froid glacial, sans aucun rapport avec la température de la pièce, lui parcourut l'échine. Ce n'était pas une pensée, pas une réflexion, mais une réaction physique, viscérale. Un réflexe de survie hérité d'un autre temps. Cette voix, ce timbre posé, cette élocution parfaite, cette musicalité faussement rassurante. C'était une mélodie qu'elle avait espéré ne plus jamais entendre, la bande-son de ses nuits sans sommeil, le murmure du diable dans une cave humide. Son cœur se mit à battre à grands coups sourds contre ses côtes. Ses mains devinrent moites. Elle essaya de se raisonner. 22 ans s'étaient écoulés. C'était impossible. Une coïncidence. Des milliers d'hommes devaient avoir une voix similaire. Elle était fatiguée, l'âge peut-être, lui jouait des tours. Elle se força à se concentrer sur le discours. L'homme parlait de la nécessité d'inculquer aux jeunes générations le sens du devoir, de la rigueur intellectuelle. Il mettait en garde contre les idées toutes faites, contre l'obstination stérile. Il faut leur apprendre à distinguer la persévérance éclairée de l'entêtement vain, disait-il avec une conviction professorale. Puis, s'adressant à l'assemblée comme s'il livrait une clé de sa pédagogie, il laissa tomber la phrase. Une phrase à peine modifiée, adaptée à son auditoire, mais qui, pour Simone, déchira le voile du temps avec la brutalité d'un éclat d'obus. Souvenez-vous, l'entêtement sans le savoir n'est qu'une forme de la bêtise. Le monde bascula, la salle polyvalente du lycée s'effaça, les visages des parents se dissolurent. Simone n'était plus à Lyon en 1965. Elle était de retour à 18 ans, sur une chaise en bois, le corps brisé de fatigue et de douleur, tandis qu'une silhouette dans l'ombre lui susurrait à l'oreille « Le courage n'est qu'une forme de la bêtise ». La même cadence, la même intonation sentencieuse, le même mépris infini pour la dignité humaine dissimulée sous les dehors d'une pensée profonde. C'était lui. Il ne pouvait y avoir aucun doute. C'était le liseur. Les jambes de Simone se dérobèrent sous elle. Une nausée violente lui tordit les entrailles. Elle se leva, chancelante, s'agrippant au dossier de la chaise devant elle. Plusieurs têtes se tournèrent dans sa direction. Sans un mot, elle gagna la sortie, poussant la lourde porte battante pour s'effondrer, haletante, dans l'air froid de la cour. Le monstre de son passé n'était pas mort. Il n'était pas en fuite en Amérique du Sud ou caché en Espagne. Il était là, à Lyon, travesti en gardien de la mémoire nationale, enseignant l'héroïsme de ceux qui l'avaient envoyé à la mort. L'ironie était si monstrueuse, si obscène, qu'elle frisait le blasphème. Les jours qui suivirent furent un supplice. Simone ne dit rien à sa fille. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire, le professeur de ton fils est le tortionnaire qui a interrogé maman en 43. On la prendrait pour folle. Le choc avait pu réveiller un traumatisme, lui diraient les médecins avec bienveillance. Elle devait être certaine. Elle ne pouvait se fier qu'à sa mémoire auditive, cette trace indélébile gravée dans sa chair. Mais pour que la justice s'en saisisse, il lui fallait des preuves. Une preuve irréfutable. Elle commença sa propre enquête avec la prudence et la discrétion que ses années de clandestinité lui avaient enseignées. Elle passa des heures à la bibliothèque municipale, épluchant les annuaires, les archives des journaux locaux. Alain Duval, arrivé à Lyon au début des années 50, veuf, sans enfant, une vie lisse, sans aspérité. Rien. Le masque était parfait. Désespérée, elle se décida à jouer sa dernière carte. Elle ouvrit un vieux carnet à la couverture élimée, un répertoire de noms qu'elle n'avait pas consulté depuis des années. C'étaient les survivants de son réseau, ou du moins de ce qu'il en restait. Beaucoup étaient morts, de vieillesse, de maladie, ou des suites de leur déportation. Mais un nom lui redonna espoir, Léon Rossi. Ancien archiviste à la préfecture, Léon avait été l'un des faussaires de leur groupe, un artiste capable de reproduire n'importe quel tampon officiel, n'importe quelle signature. Après la guerre, il avait consacré sa vie à un devoir sacré, documenter les crimes de la collaboration, traquer les noms des bourreaux. Il était la mémoire vivante de cette période sombre. Elle le contacta. Sa voix, au téléphone, était chevrotante, mais son esprit était toujours aussi vif. Elle lui raconta tout, la réunion, la voix, la phrase. Léon l'écouta sans l'interrompre. À la fin de son récit, il y eut un long silence. « Simone, ma chère Simone, tu es certaine ?»«
Absolument certaine, Léon. Une voix comme celle-là, on ne l'oublie pas, jamais. C'est comme l'odeur de la mort. Le liseur, je me souviens de ce nom de code, murmura Léon. Une sale bête. Un spécialiste de la torture psychologique. Personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. On le croyait mort. Il est vivant, Léon, et il enseigne l'histoire à mon petit-fils. Un autre silence, plus lourd encore, puis la voix de Léon se fit dure comme l'acier. Retrouve-moi demain à 10 heures, au service des archives départementales. Demande Georges, de ma part, nous allons exhumer quelques fantômes. Le lendemain, Simone et Léon se retrouvèrent dans une salle de consultation aux murs couverts de boîtes en carton gris. L'endroit sentait le papier jauni et la poussière du temps. Pendant des heures, ils consultèrent des liasses de documents, des listes interminables, des fiches jaunies par les décennies. Les listes des membres de la milice du Rhône. Des centaines de noms. Des petits voyous, des ratés, des fanatiques, des opportunistes. Ils cherchèrent le nom de Duval. Plusieurs homonymes, mais aucun ne correspondait. L'espoir de Simone commençait à s'amenuiser. Et si elle s'était trompée? Si son esprit lui avait joué un tour macabre? Attends, dit soudain Léon, les yeux plissés sur un registre relié de cuir noir. Ce sont les dossiers spéciaux, ceux qui n'ont jamais été classés, les disparus. Il tourna les pages avec une lenteur infinie. Et soudain, il s'arrêta. Son doigt tremblant se posa sur une ligne. Duval Alan Marie Joseph, né le 12 mai 1915 à Vichy. Profession avant engagement, étudiante en histoire. Grade, inspecteur, 2e classe. Milice française, service des enquêtes de Lyon. Affectation, interrogatoire. Spécialité, guerre psychologique. Surnom connu dans le service, le liseur. Situation, porté disparu le 20 août 1944. Signalement diffusé à la Libération. Sans résultat. Simone sentit le sang quitter son visage. C'était lui. Chaque mot confirmait son intuition. Léon fit un signe à l'archiviste qui revint quelques minutes plus tard avec une fine chemise en carton. Le dossier personnel d'Alain Duval. À l'intérieur, quelques feuilles de rapport et, agrafées dans le coin supérieur gauche, une photographie d'identité. La photo d'un homme de 28 ans, les cheveux noirs drus coiffés en arrière. Le visage était plus plein, les traits moins creusés, mais le regard, ce regard froid, intelligent et dominateur, derrière des lunettes rondes, était le même. Un regard d'une arrogance absolue. C'était le visage du respectable professeur d'histoire de son petit-fils. Simone posa une main sur la table pour ne pas tomber. La preuve était là, sous ses yeux. Jaunie, administrative, mais irréfutable. Le masque venait de se fissurer pour de bon. Le surlendemain, Simone Berthier, accompagnée de Léon Rossi, poussait la porte du commissariat central de la rue Marius Berliet. Ils furent reçus par le commissaire divisionnaire Grimaud, un homme d'une 50aine d'années dont le père avait été résistant et déporté. Il les écouta d'abord avec un scepticisme poli, habitué aux dénonciations tardives et souvent fantaisistes. Mais lorsque Simone commença son récit avec une précision et une dignité qui forçaient le respect, le ton changea. Elle ne parla pas avec haine, mais avec le calme terrible de ceux qui ont vu le mal absolu en face. Elle décrivit la cave, l'ombre, la voix, la phrase. Puis, Léon posa le dossier et la photocopie de la photographie sur le bureau. Le commissaire Grimaud examina les pièces en silence. Il lut la fiche de la milice, compara la photo du jeune inspecteur avec celle, plus récente, que Léon avait réussi à se procurer dans l'annuaire du lycée. Le doute n'était plus permis. Le visage de Grimaud se durcit. Il ne voyait plus une vieille dame et son amie, mais les témoins d'une histoire qui refusait de mourir. Il se saisit de son téléphone. « Allô, le juge d'instruction, j'ai quelque chose pour vous, quelque chose de très ancien et de très sale. Un crime contre l'humanité. Oui, vous avez bien entendu, c'est imprescriptible. » L'opération fut montée dans le plus grand secret. L'arrestation devait être un symbole. Le commissaire Grimaud y tenait personnellement. Le traître serait démasqué là où il avait bâti sa nouvelle vie, dans le temple républicain qu'il avait souillé de sa présence. Le jeudi 7 décembre 1965, à 11 heures du matin, 2 voitures de police banalisées se garèrent discrètement près du lycée Édouard Herriot.
Le commissaire Grimaud et 3 de ses inspecteurs pénétrèrent dans l'établissement. Le proviseur, prévenu au dernier moment, les accueillit, le visage décomposé par l'incrédulité. « C'est impossible, Monsieur Duval, c'est l'homme le plus respectable que je connaisse. »« L'habit ne fait pas le moine, monsieur le proviseur, » répondit sèchement Grimaud. « Dans quelle salle est-il » Alain Duval était en plein cours avec la classe de première. Au tableau, écrit de sa main à la craie blanche, s'étalait le titre de la leçon du jour, Charles de Gaulle et l'appel du 18 juin, la naissance de la France libre. Sa voix posée et vibrante emplissait la salle de classe. Il parlait de l'honneur, du refus de la défaite, du courage de ceux qui avaient dit non. Les élèves écoutaient, captivés. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit. Le commissaire Grimaud entra, suivi de ses hommes. « Pardon de vous interrompre, » dit-il d'une voix forte. Duval se tourna, l'irritation se peignant sur son visage. « Monsieur, c'est un cours ici, vous n'avez rien à faire là. »« Alain Duval ?» demanda Grimaud en s'avançant lentement entre les pupitres. « C'est moi-même, que me voulez-vous » Le commissaire était maintenant à moins de 2 mètres de lui. Il le dévisagea un long moment. Alain Duval, alias le liseur. Au nom de la loi, je vous arrête pour crime contre l'humanité, acte de torture et complicité dans l'assassinat de membres de la résistance française au service de la milice et de l'occupant allemand. Le temps sembla se suspendre. Les 30 adolescents de la classe restèrent figés, les yeux écarquillés, passant du visage de leur professeur à celui des policiers. Pour Duval, le monde s'effondra en 1 seconde. 22 années de mensonges, de respectabilité patiemment construite, venaient de voler en éclats. Toute couleur quitta son visage. Son corps se tassa. Le professeur digne et sévère disparut, laissant place à un vieil homme terrorisé. Ses yeux croisèrent ceux du commissaire et il comprit qu'il n'y avait aucune issue. Le passé qu'il croyait avoir assassiné et enterré venait de ressusciter pour le dévorer. 2 inspecteurs lui passèrent les menottes. Le cliquetis métallique résonna dans le silence de mort de la salle de classe. L'homme qui, quelques instants plus tôt, dissertait sur l'honneur de la France, sortit de sa chaire, encadré par la police, la tête basse, sous le regard médusé de ses élèves qui voyaient s'écrouler une statue. La dernière leçon du professeur d'histoire venait de s'achever. Le procès d'Alain Duval s'ouvrit quelques mois plus tard et devint une affaire nationale. Il fut le symbole de cette justice qui, si lente soit-elle, finit toujours par rattraper ceux qui se croient à l'abri. Le principal témoin de l'accusation était une femme de 60